Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et on va prendre le temps d'analyser toute l'actualité politique et parlementaire, entre autres. Dans notre grand débat, nous parlerons liberté d'expression. Pourquoi ? Eh bien, nous sommes partis d'une initiative de Charente Libre. Le journal a décidé de publier le nom et de bannir les internautes auteurs de propos racistes sur sa page Facebook. C'est le principe du name and shame. Mais l'incident s'inscrit dans un contexte plus général de libération de la parole, d'une forme de parole décomplexée, sur Internet notamment, mais pas seulement. À qui la faute ? Où sont les limites ? Réseaux sociaux et médias font-ils fi du droit au nom de la liberté d'expression ? On prend le temps de la réflexion ce soir. #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Tout au long de l'émission et comme tous les jours, nous irons bien sûr en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Alexandre Poussard. Rebecca, je serai notamment avec Jacqueline Eustache-Bregnaud, sénatrice Les Républicains et auteure de la fameuse proposition de loi qui a pour but d'interdire le voile dans les sorties scolaires. Et elle défend cette parole libérée, notamment vers l'islam. À tout à l'heure, Alexandre. Mais d'abord, notre match des idées, il est économique ce soir. Confrontation de points de vue entre Jean-Hervé Lorenzi et Isabelle Tisse-Saint-Jean. On va revenir sur cette information passée un petit peu inaperçue hier. La France n'atteindra pas les 100 millions de touristes étrangers en 2020. L'Hexagone est obligé de repousser cet objectif à 2022. Quelles causes et surtout quelles conséquences ? On analyse tout cela après les explications de Sandra Cerquera. Objectif repoussé, la France n'espère plus en 2020 accueillir 100 millions de touristes étrangers. Les causes sont multiples, le mouvement des Gilets jaunes, qui a affecté la fréquentation selon Bercy, mais aussi la perspective du Brexit. L'image de la France à l'étranger, avec la médiatisation des mouvements des Gilets jaunes et de la violence qui a entouré le mouvement des Gilets jaunes, a été très mal perçue et a créé des réflexes de timidité ou de repli de la part de visiteurs étrangers. En revanche, le Brexit n'a d'influence ou d'incidence que sur les visiteurs anglo-saxons, avec la baisse du cours de la livre. Ce n'est pas le Brexit, c'est le cours de la livre qui a été défavorable pour venir en Europe et notamment en France. Après un record de fréquentation en 2018, le gouvernement revoit également à la baisse son objectif pour 2019. 91 millions de voyageurs sont attendus, contre 94 millions prévus initialement. Les recettes touristiques se maintiennent malgré tout, et ce alors que les voyageurs dépensent moins. Les faire dépenser plus, c'est prolonger la durée de leur séjour, les faire rester plus longtemps, se débrouiller pour qu'il n'y ait pas qu'une porte d'entrée en France qui est Paris, qu'il y ait d'autres portes d'entrée, qu'il y ait une politique d'aménagement du territoire qui répartisse les touristes sur le territoire. Et en faisant cela, on augmentera la recette puisqu'on augmentera la durée des séjours. La consommation touristique intérieure représente quant à elle plus de 7% du PIB français. Allons plus loin dans le match des idées d'abord. Isabelle Tisse-Saint-Jean, bienvenue. Vous êtes économiste, professeure à l'université Paris 13 et conseillère régionale PS d'Île-de-France. Jean-Hervé Lorenzi, bienvenue à vous également. Vous êtes président du Cercle des économistes, professeur à l'université de Paris-Dauphine et co-auteur de La nouvelle résistance face à la violence technologique. Merci à tous les deux d'être ici. Isabelle Tisse-Saint-Jean, c'est anecdotique, cet objectif non atteint, ou c'est un vrai sujet qui peut avoir de vraies conséquences pour le pays ? Alors c'est un vrai sujet, parce que d'abord c'est un secteur extrêmement important en termes, ne serait-ce qu'en termes d'emploi et en pourcentage du PIB, donc c'est une activité forte. La France est le grand pays. Première destination touristique au monde. Alors c'est moins vrai en termes financiers, sa capacité à gagner de l'argent par ce biais-là, c'est un peu moins vrai. On est seulement en 3e position et pas en première, mais c'est clair que c'est un secteur d'activité majeur. Alors on observe effectivement là une baisse brutale prévue, mais attention, contrairement à ce qui est dit, quand on regarde les chiffres, après une reprise, il y a eu donc toute la période post-attentat, bien sûr, 2015, où il y a eu un tassement très très marqué, et puis ensuite une reprise, et en fait la baisse, elle est antérieure, la baisse relative. On voit un espèce de décrochage qui est antérieur au mouvement des Gilets jaunes. Ça se voit dans les nuitées dans les hôtels et ça se voit dans les autres types d'hébergements. D'accord. Donc il faut essayer de le comprendre. Ouais. Et si on regarde ce qui s'est passé, donc c'est pas les Gilets jaunes, c'est plus les attentats terroristes, c'est probablement pas le Brexit. Peut-être. Alors difficile de trouver une explication alors. Non. Parce que si vous regardez la consommation intérieure touristique, en fait, les 3/4 de la consommation intérieure touristique, eh bien, c'est les résidents français.
C'est-à-dire qu'on pense toujours que les touristes, viennent de l'étranger, mais pour les 3/4, ce sont les résidents français. Et ça va probablement, enfin on en reparlera dans la suite du débat sur l'impact de la politique du gouvernement sur le pouvoir d'achat des Français et sur les différentes tranches. Et la politique du gouvernement des premières années, qui a quand même très fortement pesé en termes de fiscalité sur un certain nombre de ménages, des classes moyennes, qui sont quand même un peu ceux qui sont en capacité de prendre des vacances, parce qu'il y a quand même toute une partie de nos concitoyens qui ne partent jamais, des enfants qui n'ont jamais vu la mer. Enfin, bon, voilà, faut aussi. Là, on est non, mais bon, on s'éloigne un peu. Mais... je finis. Le malheureux Macron est déjà pris en otage avant même d'avoir dit. Ouf. Je finis. Mais donc une pression quand même en termes de pouvoir d'achat. C'est pas très étonnant que ça se traduise par une moindre demande en termes d'activité touristique. Et donc du coup, on a déjà un effet, même si évidemment le Brexit et les Gilets jaunes ont enfoncé le clou. Et c'est pas fini parce que, attention, les retraites à venir, etc. Bon, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, sauf qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus simples. D'abord, les chiffres. Je rappelle que l'année précédente, c'est 89 millions, un peu plus, c'est 91 millions. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une décroissance. Sur le chiffre d'affaires du tourisme, il se trouve qu'il a été en croissance. Donc ni l'effondrement. Si, bien sûr. Non, il y a une baisse de 1,3. Par rapport aux objectifs, par rapport à la réalité. Disons qu'il y a une baisse réelle. Il se trouve, vous prenez l'année, vous êtes bien meilleur économiste que moi, vous prenez 89 millions l'année précédente, 91 millions, même si M. Mas a l'air d'être très triste, c'est pas ce que j'appelle une décroissance. Il se trouve que la formulation était malheureuse, on dit, par ailleurs, les recettes n'ont pas diminué, elles ont augmenté. Oui, elles ont augmenté. Donc, quels que soient les drames sur le pouvoir d'achat que vous êtes en train d'évoquer, et les enfants qui n'ont pas été, et je partage ce sentiment-là, qui n'ont pas été au bord de la mer, mais ça date pas d'il y a 2 ans. Non, les enfants, c'était juste pour rappeler ce fait d'injustice. Non, mais la justice, c'est pas le sujet, là. Le sujet, c'est on regarde... C'est aussi un peu le sujet, quand même. Non, on peut dire que la France est inégalitaire, mais c'est un autre sujet. Par ailleurs, il n'y a pas dans cette affaire-là, il n'y a pas de drame. Et c'est sûr que par ailleurs les Gilets jaunes, c'est quand même pas une image exceptionnelle. Si juste ou injuste soit le comportement des Gilets jaunes, quand vous avez vu les images à la télévision, ça vous donne... Si moi je vois ça pour, mettons, l'Espagne, vous repoussez votre voyage. Catalogne, j'ai pas envie d'aller la semaine prochaine en Catalogne. La note INSEE sur le tourisme qui fait état de cette baisse donc du nombre de nuitées, etc. 2019, donc une baisse effective, déjà actée, mentionne quand même que les hôtels 4 et 5 étoiles, il n'y a pas d'impact. Donc c'est pas ceux-là qui sont concernés. Vous dites 4 5 étoiles, mais moi je ne vais pas toujours dans les 4 5 étoiles. Non, mais je dis pas, je parle pas de vous, je parle de les internationaux qui fuiraient parce que... L'argument d'expliquer que les Gilets jaunes, ça joue pas, me paraît, j'allais dire, pas très réaliste. Je dis pas que ça fait... Tout ça, quand même, on est un peu à la marge. On est un peu à la marge, on n'est pas sur des changements massifs. Je trouvais que c'était très intéressant ce que vous avez dit en reprenant la période des attentats. Donc on est sur la période un peu plus longue. Ce qui s'est passé entre l'année dernière, cette année, n'est pas la fin du monde, mais il est clair que moi, par exemple, si on me dit il faut aller à Barcelone la semaine prochaine dans un hôtel 3 étoiles, je n'y vais pas, parce que j'ai vu des tas d'images qui me donnent pas envie d'y aller. Donc c'est évident que les Gilets jaunes, c'est pas un atout formidable pour accueillir les gens. Je n'en disconviens pas. Il n'y a pas eu. Et alors, vous disiez, au tout début, vous avez dit est-ce que c'est anecdotique? C'est pas anecdotique, mais ce n'est pas non plus le drame de l'affaire. Quant au fameux chiffre de 100 millions, vous savez, j'ai fait trop de prévisions comme économiste, comme ma collègue, pour savoir à quel point il faut être méfiant des prévisions. Là, on est à 80. C'était un chiffre symbolique. Oui, c'est un chiffre symbolique. Moi, je diverge. Un dernier mot, on passe au deuxième thème. Je diverge parce que je pense que ce qui s'est passé avant, en fait, cette baisse,
n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que et ce qui s'est passé sur le tourisme français, c'est ça que j'essayais de mettre. Donc je ne disconviens pas du fait qu'il y ait un effet Brexit, gilet jaune, pardon, qu'il y ait un effet gilet jaune. Mais en revanche, il s'est passé quelque chose avant. Et surtout, attention, c'est pas fini parce que et on y reviendra probablement dans le débat. La colère est là. Non, mais alors allons-y justement. On va parler d'autres choses que vous essayez de remettre. On va y venir. Et notamment des étrangers. Les étrangers, c'était ça l'objet de la discussion de départ. Les étrangers, ils ne sont pas gilets jaunes, simplement ils peuvent être sensibles au fait, ça donne l'impression d'un peu de désordre, comme c'est le cas à Barcelone. Moi j'adore Barcelone, mais j'y vais pas la semaine prochaine. Et si on veut avoir le temps de parler de cette colère populaire, il faut qu'on avance. Deuxième thème de ce match, ce petit début de recadrage, si je puis dire, de l'Union européenne sur le budget 2020. Figurez-vous qu'elle demande des clarifications à la France. Elle évoque des risques d'écart avec les règles européennes. En clair, Paris ne fait rien pour améliorer l'état de ses finances publiques. Alors Bruno Le Maire a répondu, voilà ce que nous dit le patron de Bercy. La France va continuer de respecter ses engagements européens de redressement des finances publiques et de réduction de la dette. Le déficit atteindra en 2020, je cite, 2,2%, le niveau le plus bas depuis près de 20 ans. Et il invoque la situation sociale en France. Alors, avant de vous demander votre avis, on va demander celui de Sophie Taillé-Polian, la sénatrice socialiste du Val-de-Marne, est en salle des conférences avec vous, Alexandre Poussard. Sophie Taillé-Polian, la Commission européenne avertit le gouvernement français concernant son budget 2020. Est-ce que selon vous, il faut écouter les recadrages de Bruxelles ? Écoutez, je crois que la Commission européenne est peut-être inquiète, mais il faudrait plutôt qu'elle s'inquiète de la situation sociale des populations en Europe. Il faudrait plutôt qu'elle s'inquiète de la situation de notre continent au regard de la dégradation de notre environnement, du réchauffement climatique. Donc je pense que la façon dont la Commission européenne, je dirais, s'appuie sur ces indicateurs qui sont par ailleurs tout à fait controversés par les économistes, marque le fait qu'il y a quand même un dogmatisme de l'Europe sur le libéralisme économique qui contrevient complètement à ce que je crois les peuples ont voulu dire, notamment pendant l'élection européenne. Donc selon vous, il faut arrêter la rigueur budgétaire imposée par Bruxelles ? Mais bien sûr, il faut arrêter cette rigueur budgétaire parce qu'elle nous empêche d'investir pour l'avenir et pour la planète et pour nos enfants. Et elle nous empêche aussi, je dirais, d'investir dans nos services publics et de mettre enfin en place un système plus juste au niveau social. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On ne respecte pas les règles européennes, voilà, on leur dit franchement à Bruxelles ? Mais écoutez, il y avait plusieurs tentatives qui ont été faites pour reconstruire ces indicateurs de manière un petit peu plus juste. Donc, vous savez, ce sont des indicateurs complexes qui sont construits sur la base de compilation de chiffres. Tout ça, c'est en fait des choix politiques. Donc, quand on choisit de construire les budgets sur ce type d'indicateur-là, on fait un choix politique. C'est le choix de l'austérité, de la rigueur budgétaire, au mépris des besoins des peuples et au mépris des besoins de notre planète. Mais quand on regarde la situation de la France, on est quasiment à une dette qui atteint 100% de notre richesse nationale, un déficit qui est toujours hors des clous européens, un trou de la sécurité sociale qui continue à se creuser. Il y a quand même un problème. Écoutez, le problème du trou de la sécurité sociale, c'est quand même qu'on finance aujourd'hui les baisses d'impôts pour les gens modestes par la diminution des prestations sociales pour les gens en grande difficulté. Donc je pense que là, il y aurait certainement matière à avoir une autre politique plus juste. Il faudrait qu'on puisse intervenir davantage et frapper davantage les plus hauts revenus, les très très riches, et évidemment aussi donc rééquilibrer le système de cette manière-là. Aujourd'hui, les marges de manœuvre qu'a le gouvernement budgétaire, il ne les utilise pas pour la justice sociale, il ne les utilise pas non plus d'ailleurs pour les investissements dont la France aurait besoin pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique et pour répondre même tout simplement aux engagements que la France a pris au moment de la COP. Très bien. Merci beaucoup Sophie Taillé-Polian pour votre analyse. Et merci beaucoup Alexandre. Hervé Lorenzi. L'Union européenne a tort de faire ce petit recadrage. Juste peut-être un commentaire. Ouais. Je trouve que on mélange quand même beaucoup de choses. Il y a de la chaleur, le truc, les inégalités, le déficit. Les chiffres sont les chiffres. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit sur les affaires d'intérêt que la Commission devrait porter, non pas au problème, de réchauffement climatique, parce que c'est un autre sujet, c'est un sujet très important. C'est un autre sujet. Là, on parle de budget. Donc, il faut être un tout petit peu rigoureux dans ce qu'on dit, mais sur le fait que
le ralentissement de l'économie en Europe est très significatif et qu'il faut sûrement réfléchir à la manière dont on résout le problème. Ma collègue sait à quel point on dispose d'armes monétaires, on dispose d'armes budgétaires, et il se trouve que les armes monétaires sont à l'évidence aujourd'hui moins efficaces, donc il est clair qu'il y aura utilisation des armes budgétaires. Mais qu'est-ce que vous voulez dire que l'UE a tort de demander à la France ne demande rien, demande de l'éclaircissement. Je veux dire, quand il s'appelle éclaircissement, c'est juste pour envoyer, c'est même pas un peu du papier bleu, ils ne sont pas en train de les mettre en position d'être sanctionnés. Donc on est dans un exercice de posture qui n'a en réalité pas grand intérêt. Maintenant... C'est pas dangereux, vu l'europhobie ambiante, vu ces montées de populisme dans tous les pays de l'Union Moscovici, qui est un ancien socialiste, si je me souviens son exact, il fait son boulot. Je veux dire, il se trouve qu'il y a des règles. Là où Madame la sénatrice n'a pas tout à fait raison de mon point de vue, avec le respect que je lui dois, c'est de dire que les chiffres seraient des chiffres inventés. Un déficit, c'est, vous savez, les recettes, les dépenses, on regarde la différence. Il y a quand même des choses, les économies, ça sert à une chose, c'est peut-être parfois d'avoir des ordres de grandeur, à peu près, je vais dire, simples. Donc, là où elle a raison, c'est de dire que ce n'est pas le moment de se lancer aux affaires de critique budgétaire excessive. Là où elle a tort, c'est de mêler tous les sujets, le réchauffement, toutes les inégalités. En plus, ce n'est pas tout à fait exact non plus. Et elle a, me semble-t-il, non pas tort, c'est un mot excessif, mais je ne partage pas ce point de vue quand elle dit que les chiffres seraient des chiffres, il y aurait des nouveaux chiffres, c'est les déficits budgétaires, les déficits budgétaires, depuis que le monde est monde, sont à peu près comme pour les ménages, comme plus simples qu'il n'y paraît. Isabelle Tisse-Saint-Jean. Non, mais je vous rejoins sur le fait que effectivement, on est dans un moment de ralentissement, et que effectivement, il y a des instruments et qu'on a énormément utilisé l'instrument monétaire et que là, on est quand même dans une situation où ça paraît compliqué de l'utiliser. Donc, celui qui reste, c'est effectivement des instruments d'ordre budgétaire, une relance par des politiques budgétaires. Et d'une certaine manière, c'est effectivement ce que fait Emmanuel Macron avec en fait, les mesures d'urgence. Et puis dans ce budget, confirmé dans ce budget. Et de manière, donc c'est un choc, si vous voulez, sur la demande qui est assez puissant, et là-dessus, mais attention, il y aura une deuxième partie. Là-dessus, je pense que c'est effectivement la piste qu'il faut suivre et beaucoup d'organismes internationaux vont dans ce sens-là et plaident pour qu'on aille dans ce sens-là. Et donc, moi, j'avoue que je ne comprends pas la position de l'Europe. J'entends le jeu de rôle, mais je trouve que la situation est tellement tendue partout que je pense que peut-être qu'il pourrait un peu oublier dans ce moment des positions antérieures pour essayer, surtout quand ça s'adresse à la France et à l'Italie. Non, je vous ai... c'est pour dire il y aura une deuxième... Non, pardon, mais pour vous dire, à part nous trois et nos auditeurs, ce que Moscovici a envoyé, tout le monde s'en contrefiche. Je veux dire, ça n'a pas une grande importance. Je ne suis pas sûre. La preuve, c'est que la question nous est posée. Non, mais la question nous est posée. Repris très souvent par le Rassemblement National. Non, je ne crois pas que ça soit sans... D'accord. On ne peut pas dire que la parole... Je retire. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Donc, dont acte pour une politique de relance budgétaire. Dont acte. Mais après, laquelle ? Et c'est là où on est obligé de rentrer dans le détail du budget. Et c'est là où on est obligé quand même de constater qu'il y a, si on regarde de manière globale, une hausse du pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est qui, la hausse du pouvoir d'achat ? Et si on regarde, donc il y a des travaux qui sont sortis là récemment et qui montrent que, effectivement, si on lit sur les 3 ans, il y a un bloc de classe moyenne qui est bénéficiaire. Mais attention, le bas de l'échelle est complètement scotché, ne bénéficie d'aucune, donc les plus défavorisés d'entre nous ne bénéficient de rien. En dessous de 10%, là, les 10% les moins favorisés, c'est rien. Et le 1% le plus riche, eh bien, c'est énormément. Alors, en pourcentage de revenus,
c'est pas beaucoup. Non. Mais si vous regardez en global, mais oui, mais les sommes. Oui, mais les alors, sommes. Alors, pas être trop technique. Les sommes. Non, mais combien la nation dépense pour ? Combien la nation dépense pour ? Eh bien, elle dépense énormément. Et deuxième chose, si vous regardez pour les classes moyennes, vous voyez que pour le budget 2020, quand on prend les revenus comme ça, qu'on classe les gens par revenus, eh bien, sur les classes moyennes, l'apport en termes de pouvoir d'achat par les mesures budgétaires, mais il est croissant avec les revenus. Donc en gros, c'est quand même, plus vous êtes à l'aise, plus vous allez bénéficier. Et c'est inefficace, donc c'est non seulement injuste, mais c'est inefficace, parce qu'on sait quand même qu'on a un taux d'épargne en France qui est trop élevé. Et que donc il faut aller chercher de la consommation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va plutôt pas si mal par rapport à d'autres pays. Il faut aller chercher de la consommation intérieure. C'est pour ça qu'on s'en sort. Enfin, c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'en sort un petit peu moins mal, je dirais, que dans d'autres pays. Et que cette consommation intérieure, c'est en bas plutôt de l'échelle qu'il faut la mettre. Et on va y aller dans les autres pays. Et donc voilà. Et sans parler de la crise sociale qui nous a déjà éclaté au visage, et qui risque de revenir. Cher ami, les 17 milliards de Macron de la fin de l'année, ils ont quand même été plutôt destinés, on va dire, aux classes moyennes et classes moyennes inférieures. Là où vous avez, bien sûr que c'est 17 milliards aussi, parce que vous les reprenez, les moins 5 milliards d'impôts, ils ne sont pas destinés aux plus riches. Maintenant, vous avez fait une constatation que j'admire, parce que je suis toujours admiratif des économistes. Vous avez constaté que 1% pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent représente plus que 3% pour quelqu'un qui en a moins. Ça, je reconnais que même en CP1... C'est mathématique. En CP, c'est de l'arithmétique simple. C'est de l'argent, c'est de la dépense publique. Il se trouve que quand on regarde, on a des mille manières de regarder, mais quand on regarde ce qui s'est passé sur l'évolution du pouvoir d'achat pris dans les 3 dernières années, on s'aperçoit que c'est vrai, c'est le bloc des classes moyennes qui en a bénéficié en pourcentage le plus. Alors le pourcentage de quelqu'un qui a 100, même s'il a 3%, est moins que le 1% de quelqu'un qui a 1000. C'est comme ça. Et ça nous amène... C'est comme ça. Maintenant, dernier aspect. Donc, ça veut dire quand même qu'en matière de politique économique, ce qu'a dit notre sénatrice n'est pas tout à fait exact. Et deuxième sujet, maintenant là où vous avez complètement raison, c'est que les 10% qui sont en réalité, ça fait partie des 14% qui sont dans la zone de pauvreté, c'est-à-dire qu'en 60%... Qui augmente. Non. Si. Note INSEE, la pauvreté augmente. Enfin, 14%, ils sont environ 14%, ça peut-être... Je veux dire, en gros, c'est déjà énorme. 14%, les 14% ont en réalité, eux, absolument pas bénéficié. Il y a donc une société dans laquelle les classes moyennes se retrouvent un peu mieux. Les personnes riches, les 10% les plus riches continuent à être riches et les pauvres, malheureusement, voient leur sort ne pas évoluer. C'est quand même ça la situation. Je vous laisse répondre si vous me répondez en 30 secondes. Note INSEE récemment, l'indice Gini qui mesure les inégalités et le taux de pauvreté, après des années où ça avait décru, eh bien, remonte. Donc on a un retour des inégalités. Un retour des inégalités. Vous allez voir, tout est lié. Chers collègues, ce qui compte, c'est les ordres de grandeur. Si vous trouvez que c'est augmenté d'un demi, ça n'a pas augmenté. On ne va pas discuter sur des détails, nos téléspectateurs, on les perd. Troisième thème de ce match, ce sont les mouvements de révolte populaire auxquels on assiste ces dernières semaines un peu partout dans la planète. On l'a connu en France, mais il y a aussi en Haïti à cause d'une pénurie de carburant, au Liban à cause d'une nouvelle taxe et bien sûr au Chili dont on parle beaucoup à cause d'une hausse du prix des transports. Regardez, ce sont tous les pays où il y a cette colère sociale. Le Chili où les autorités ont fait un vrai mea culpa. Le président a présenté des excuses hier soir, admettant même avoir manqué de vision. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir après. C'est vrai que ces problèmes ne se sont pas produits ces derniers jours. Ils se sont accumulés sur des décennies. C'est aussi vrai que les différents gouvernements n'ont pas été capables de reconnaître toute l'ampleur de cette situation. Cette situation d'inégalité, d'abus, qui a conduit à l'expression franche et authentique de millions et millions de Chiliens. Je reconnais ce manque de vision et je demande pardon à mes compatriotes. Voilà, un vrai mea culpa. Isabelle Tisse-Saint-Jean, que vous inspirent toutes ces révoltes populaires, puisqu'a priori ce sont les classes moyennes qui descendent dans la rue? Je pense que c'est quelque chose de très 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 profond.
très profond, très important. Je pense qu'on est en train de, on est en train de basculer. La période bascule et c'est normal parce qu'on est face à des défis qui sont des défis radicalement nouveaux. Je veux dire, la problématique de l'irruption des technologies, de leur impact sur l'emploi, sur le travail, sur les libertés Donc publiques. avec un manque de vision des autorités respectives. La question environnementale, qui est quand même une question qui nécessite qu'on repense complètement nos modes de consommation, nos modes de production, qui peut être une opportunité formidable. Et là aussi, c'est dommage dans le budget. Quand on compare par rapport à ce que fait l'Allemagne, on n'y est pas du tout. L'instabilité quand même financière qui menace à nouveau, on le sait, puis on sent que cette espèce de retour des inégalités qu'on voit poindre, et ce sentiment, je crois que c'est probablement, moi c'est ça que j'identifie comme étant vraiment au cœur de la crise, ce sentiment d'une espèce d'impuissance de la puissance publique. Ouais. C'est comme si les gens avaient le sentiment que les politiques n'ont plus aucune marge de manœuvre, que les politiques de redistribution, de régulation, ils n'y croient plus, et que nous n'arrivons pas, là je me échec d'un modèle économique. Alors, probablement, oui, fin d'un modèle économique et nécessité d'une transition forte. Et donc, ça partout, là, tout d'un coup, ça s'embrase partout. Et donc, il est absolument urgent d'intervenir. Et même si vous prenez ce qui s'est passé au Brexit, si vous prenez ce qui se passe en Catalogne, même si à chaque fois, c'est très différent, les causes sont très différentes, mais on voit une espèce de colère et par ailleurs, des mouvements de répression de la part de la puissance publique qui sont extrêmement préoccupants. Je veux dire, on ne peut pas réagir comme ça. Et malheureusement, je pense que la situation française, je ne crois pas du tout qu'on soit sorti de ce moment de la crise des Gilets jaunes. Je pense que la situation est encore extrêmement tendue et que le gouvernement, dans son refus de considérer les oppositions, les partenaires, le dialogue social, les partenaires syndicaux, cette espèce d'aveuglement m'inquiète vraiment beaucoup. Non. Je sépare deux sujets. Le sujet de la France, dont on a déjà parlé. Montre que c'est le drame absolu. Moi, j'ai toujours, mais c'est mon âge qui fait ça, je me dis quand même de temps en temps qu'on a ce regard, cette définition de vivre dans un pays qui est très privilégié, quoi qu'il soit, peut-être pas pour tout le monde, mais reparlons plutôt des pays dont on vient de parler, qui eux vivent des crises dramatiques. Je crois que c'est assez simple, c'est que en réalité, tout ce que vient de dire ma collègue me paraît très juste. Je rajoute juste un point, c'est que les économistes, puisque nous sommes tous les deux des économistes, sont eux-mêmes absolument incapables d'avoir la moindre vision sur ce qui va se passer dans les 2-3 ans qui viennent. C'est pas une question de... quand on l'a dit, il y a des inégalités, il y a un problème de séparation des qualifiés, non qualifiés, il y a une transition écologique, and so what? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, moi, je n'entends pas beaucoup d'économistes pour lesquels j'ai beaucoup d'estime, mais expliquer des positions bien claires. Et je crois qu'on est dans un désarroi absolu dont les politiques, qui sont, comme tout le monde, ils ont leur qualité, leurs défauts, sont évidemment incapables de définir la manière dont on peut faire évoluer les choses. On me dit qu'il faut changer de modèle. Moi, je veux bien, mais lequel? On se fait tous les trois. On se met... Plein de pistes, je pense qu'il y a plein de pistes. Non, mais vous en avez, j'en ai. Mais peut-être se sont-elles très convergentes d'ailleurs. Elles sont sûrement convergentes parce que je vous trouve très intéressantes. Mais je ne suis pas sûr que ça converge aussi avec les 67 millions de Français. C'est quand même compliqué. Un pays comme la France, si on prend la France, c'est quand même compliqué parce que moi je veux bien qu'on prenne en compte les trois transitions. La transition technologique est compliquée, très difficile, et qui a quand même été vécu comme étant un immense progrès. Je fais partie de ceux qui ont des doutes là-dessus. La transition écologique, donc, que vous avez évoquée, mais sur laquelle, même si le budget n'est pas suffisant, c'est pas Macron n'est pas à l'origine de l'évolution l'évolution du vous allez m'en vouloir, il vous reste 30 secondes. Ce qui est passé. Et quant à la transition, j'allais dire, au fond social, qui peut savoir comment on fait quand je vois sur la démographie, moi il y a un sujet que je connais bien, c'est les retraites.
peut dire que les réformes de retraite ne sont pas bonnes, ceci, cela, tout ça. Mais quand je vois quand même qui gagne, qui perd, et que je vois nos étudiants, qui sont évidemment les grands perdants de cette opération, je me dis, on les enseigne pas bien en économie, parce que ce sont les grands perdants. C'était eux qui étaient concernés. Ils n'ont toujours pas compris que c'était quand même eux qui allaient être les victimes de désespérance de la jeunesse. Quel que soit le système Donc je me dis, on est quand même, modestie oblige, dans une période où personne ne voit bien clair sur ce qu'il faut faire. Tout le monde dans le désarroi, y compris les économistes. D'où l'idée très sympathique de se concentrer tous sur le climat et sur l'évolution écologique, parce que ça c'est un sujet qui est assez facile à traiter. Le reste... non, je pense que la politique fiscale. Non, je pense que là, il y a des pistes immenses du côté de la politique fiscale, notamment vis-à-vis. Il y a quand même un mouvement global là de fiscalisation des grandes entreprises à l'international, des grandes firmes. Donc là, c'est déjà un premier élément. Il y a quand même à l'intérieur de la fiscalité du modèle français redistributif, et dont il faut se féliciter des possibilités de faire des choses. Et puis après, oui, je pense que la question de l'environnement nécessite de l'environnement et de l'éducation nécessite des axes majeurs d'investissement. Et on doit s'arrêter là. Voilà. Et qu'après, il faut aussi repenser. Je vous promets que la démocratie. Avec vous deux. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. LPL continue, on place au grand débat. On va parler liberté d'expression. Ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus un immense espace de liberté de parole, avec parfois et même souvent des dérapages. Et puis plus récemment, c'est dans les médias que cette parole s'est libérée. Il y a pourtant un cadre légal censé jouer le rôle de garde-fou. Mais est-ce qu'il suffit encore, ce cadre? La parole s'est-elle décomplexée, faisant fi du droit? Est-ce le reflet d'une société qui ne veut plus de filtres? Beaucoup de questions, vous l'avez compris. Mais avant d'en débattre avec nos invités, je voudrais qu'on voit une illustration, un exemple concret de dérapage qui a poussé un média, la Charente Libre en l'occurrence, à dénoncer ses lecteurs. C'est un sujet de Louis Duménil. Un article sur l'accueil de réfugiés et la page Facebook La Charente Libre reçoit plus de 150 commentaires racistes. De moins en moins exceptionnels, mais cette fois-ci, la rédaction a préféré innover. Dans un second article, elle publie les noms et propos des auteurs de commentaires précédemment avertis, histoire de marquer le coup face à un problème quotidien. Dès que c'est en lien avec les migrants, avec les questions religieuses, c'est massif. Un jour, on a dû fermer les commentaires pour un article qui annonçait un concert de jazz manouche. Juste parce que dans le jazz manouche, il y a le mot manouche. Et que dans les commentaires, on est tout de suite parti sur des commentaires stigmatisants sur les gens du voyage. Dans le papier, la rédaction inclut un lien vers un article de fact-checking et rappelle les sanctions prévues par la loi. Une injure publique peut valoir 6 mois de prison et 22 500 € d'amende, contre 1 an et 45 000 € pour une injure raciste. Nouveauté avec la proposition de loi Avia, un responsable d'un réseau social pourra également être sanctionné si le contenu signalé a été maltraité ou non traité en plus de 24 heures. Beaucoup, même parmi les auteurs de ces messages, ils ne savent pas à quoi ils s'exposent. Ils sont convaincus que derrière un ordinateur, ils peuvent tout faire, qu'ils sont cachés, que personne ne peut les voir. Ils pensent aussi qu'Internet est une sorte de vaste zone de non-droit, une agora où on peut dire tout ce qu'on veut. Donc déjà, il nous a paru nécessaire de leur rappeler que non, la loi s'appliquait aussi sur Internet. Un flot de commentaires de plus en plus difficile à gérer pour les journalistes. Ça fait fuir les gens prêts à débattre calmement de notre page. Et le second effet pervers, c'est que nous, sur le terrain, certaines personnes en arrivent à ne plus vouloir apparaître dans le journal en raison de ces commentaires, pour ne pas en être victime. Donc là, on a décidé de taper un petit peu plus fort hier. Face à ces infractions, la rédaction a promis de laisser à la disposition de la justice les adresses IP et capture écran des publications des auteurs des commentaires, dans l'espoir que cela serve de leçon. Avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin. Arnaud Mercier, bonsoir. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris 2 Panthéon-Assas et co-directeur de l'ouvrage Info, commenter et partager l'actualité sur Twitter et Facebook. Denis Tillinac, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes écrivain, éditeur, journaliste et chroniqueur à Valeurs Actuelles. Merci d'être ici. Et Frédéric Dabi, bienvenue. Vous êtes politologue et directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Arnaud Mercier, est-ce que les réseaux sociaux ont, d'après vous, décomplexé la parole? Est-ce qu'ils ont marqué une forme de tournant dans l'affirmation de ces opinions? Oui, je le crois. Je l'ai écrit, je parlais d'ensauvagement du web. Je pense qu'effectivement, les conditions sociales de relation entre les gens
par la médiation de cet outil technique que sont les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, change la donne. Je crois qu'en effet, à partir du moment où on peut s'exprimer en étant anonyme, et donc on n'a pas la responsabilité, j'allais dire, d'assumer pleinement tout ce que l'on dit du point de vue juridique et autres, à partir du moment où finalement, on s'adresse à des gens sans les voir, on n'a pas le regard, et c'est très important le regard, parce que on se sait jugé par les autres, on voit la réaction des gens, et donc si on leur fait du mal, et à un moment, on le sait, peut-être que ça peut retenir notre bras. Ouais. Pour certains qui sont particulièrement sadiques, au contraire, même ça va les exciter un peu plus, mais donc il y a quelque chose d'instantané, c'est on réagit. Et en plus, on réagit très favorable, très facilement, très vite. Enfin, il y a toute une série, si vous voulez, de conditions, sociales et techniques qui font que, en effet, le type de relation n'est pas les mêmes, et malheureusement, on le voit, ça favorise chez certains une forme d'agressivité à travers un relâchement du vocabulaire, beaucoup d'injures, beaucoup d'insultes, à travers aussi le fait de ne pas hésiter à interpeller les gens, à les harceler. Toute personnalité publique, ici, a connu à un moment ou à un autre des gens qui se sont acharnés sur lui à cause de ce qu'il avait dit, etc. Oui, au minimum des trucs désobligeants. Voilà, exactement. Denis Tillinac, pour vous, il y a un problème avec ces réseaux sociaux qui aurait peut-être exacerbé une forme de radicalisation de l'opinion? Ça a exacerbé, disons, une tendance lourde qui déjà se manifestait avec l'information permanente. On est dans l'émotion, dans l'éphémère, et vous l'avez dit, à juste titre, dans l'agressivité. Oui, Et la technique du name and shame, c'est ce qu'a fait la Charente Libre, ce journal dont je parlais, qui a vu beaucoup de commentaires racistes sur sa page, qui a décidé de nommer les internautes en question, de les dénoncer et de les bannir de la page Facebook. Ça peut faire partie des méthodes que vous valideriez, vous ? Ça peut être validé, mais ça n'empêchera pas l'anonymat général que vous évoquez. Ça n'empêchera pas aussi le fait qu'il n'y a plus d'instances normatives. Moi, quand j'ai débuté dans le métier de journaliste, mais aussi d'éditeur, après tout, c'est la même chose. Il y avait des journaux, des éditorialistes, des politologues, des intellectuels dont la voix était reconnue, Sartre, Aron, tout ça est fini. Et il y a une espèce de verbiage, de rumeurs comme ça, assez invertébrées, dont il est très difficile d'inconsistante, et qui ça finit par être j'adore ou je déteste. C'est-à-dire on est dans un système de binaire. On déstructure les psychistes, on en fait une espèce de machine à dire j'aime, je déteste, je suis dans l'exaltation ou je suis dans la détestation. Et évidemment, ça abrutit l'humanité. Et les réseaux sociaux encouragent ça. Par exemple, Facebook, c'est le like. Donc on encourage justement cette réactivité affective. Frédéric Dabi, pourtant il y a un cadre légal à la liberté d'expression. On a l'impression que plus rien n'existe sur les réseaux sociaux. Alors il y a un cadre légal, mais ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux n'en ont pas conscience. On a mené une enquête en janvier 2019, donc en début d'année, pour Havas et Auguste et Debussy sur les réputations des entreprises. Et on avait des questions sur ce qu'on a une prise de conscience que tout ne peut pas se dire, tout ne peut pas s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et ce qui est extrêmement intéressant, on avait 30% des personnes interrogées, c'est un échantillon de Français avec une forte majorité bien sûr d'internautes du fait de la suppression ou l'affadissement de la fracture numérique. Il y avait 30% des Français qui considéraient que sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression est totale car il n'y a pas les mêmes règles à respecter que dans la vie normale. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce 30%, comment il se ventilait du point de vue des catégories. Pas de différence sur les catégories sociales, des cadres supérieurs, des gens plutôt diplômés et éduqués n'étaient pas sous-représentés sur cet système, mais il y avait une différence générationnelle. C'était presque 50% chez les moins de 35 ans. Et puis, lorsqu'on leur demandait, avec la même question, mais le fait qu'on peut rester anonyme sur un réseau social en ne donnant pas son nom et son prénom, et 40% des personnes, on passait de 30 à 40, qui considéraient que les utilisateurs anonymes étaient davantage protégés. Alors même qu'il y a une prise de conscience massive qu'on peut être condamné pour des propos sur les réseaux sociaux. Concrètement, jamais, je pense. Quand même, il y a de plus en plus, on a vu des gens qui se sont fait harceler par des haters, qui ont réussi à le dire. Quand il y a vraiment harcèlement. Mais quand il y a injure une fois, je suis pas sûr qu'il y ait plainte. Moi, à titre personnel, j'ai été victime d'une usurpation d'identité très fâcheuse pour ma réputation sur Facebook, sur Twitter en 2017. Voilà, on a réussi à faire fermer ce compte. Mais c'est vrai qu'il faut du temps, c'est compliqué, et ça participe d'un rapport des Français vis-à-vis des réseaux sociaux qui, un peu comme la langue d'Ésope, trouve que c'est la meilleure et la pire des choses. La pire des choses pour tout ce que vient de dire Arnaud Mercier, mais
quand même la meilleure des choses quand on travaille sur l'image comparée des médias. Bien sûr, les réseaux sociaux, la défiance vis-à-vis de l'information qui est donnée est absolument massive, mais c'est le sentiment qu'il y a une liberté d'expression très forte et à laquelle on y est attaché. L'idée selon laquelle il faut tout accepter au nom de la liberté d'expression et que les réseaux sociaux sont le meilleur véhicule, elle est confortée par une certaine délégitimation de tous les discours officiels. Alors c'est intéressant, mais je voudrais, avant d'y venir... Celui des journalistes, celui des présentateurs de télévision. Et bien justement, venons, parce qu'il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et puis il y a ce qui se passe en télévision ou dans les médias. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a une très vive polémique autour d'Éric Zemmour. Les élus du personnel du groupe Canal+ exigent son départ après des propos jugés islamophobes et homophobes. Après différentes annonces de boycott de la chaîne CNews par des personnalités, c'est la CGT qui décide de décliner toute invitation de la chaîne aussi longtemps que, je cite, Éric Zemmour, déjà condamné pour incitation à la haine religieuse, continuera de distiller librement ses paroles haineuses sur cette antenne. Réponse de la direction du groupe, Canal reste le groupe de toutes les opinions. Alors, Jacques Attali fait partie des personnalités qui ont décidé de boycotter CNews. Il s'en est expliqué sur France Info il y a tout juste quelques jours. Je voudrais qu'on l'écoute. On ne peut pas aller sur une chaîne de télévision qui prétend faire son audience sur un comportement raciste et par des gens qui sont aux violations de la loi sur ces questions. Alors, Denis Tillinac, puisque vous avez abordé le sujet, pour vous, Éric Zemmour n'a plus sa place et c'est aux médias de décider qui doit parler, qui ne doit pas parler ? Non, Éric Zemmour fait l'objet d'un procès en sorcellerie qui rappelle tous les systèmes de démonologie du Moyen-Âge. Et ça, c'est très fâcheux. Il y a une espèce de construction diabolique autour d'opinions qui ne sont pas les miennes et qui sont excessives parce qu'il est polémiste. Il est polémiste à la télévision, à la radio. Il est différemment dans ses livres. C'est un homme aussi. Et on parlait de la parole libérée, décomplexé sur les réseaux sociaux, c'est un peu ce que fait Éric Zemmour dans les médias. Pour vous, décomplexé. Bon, il a une thèse que je ne partage pas sur la menace que représentent les flux migratoires, plus ou moins des pays issus des Maghreb, des pays musulmans. Ça le regarde, c'est une opinion. Donc son opinion mérite d'être entendue comme l'opinion de ceux qui estiment que, par exemple, que l'immigration est un bienfait pour notre société. Donc c'est un procès en sorcellerie. Disons qu'il y a une grosse différence quand même, si je peux me permettre, c'est que la question n'est pas de savoir si Éric Zemmour peut être invité sur les plateaux télé, ça fait bien longtemps qu'il l'est, c'est que là on lui donne une émission. Et donc on a l'impression que du coup c'est presque parce que justement il s'est rendu coupable, y compris aux yeux de la loi, d'un certain nombre de propos racistes et excessifs, que justement il est récompensé, si vous voulez, pour avoir une tribune permanente. C'est quand même assez curieux. Et par ailleurs, c'est une opinion. Sauf que, et là après on peut discuter éventuellement sur le bien fondé des lois françaises, mais il est un fait que certaines de ses opinions sont des délits. Et il a d'ailleurs été condamné pour ça. Et c'est bien pour ça qu'il y a polémique, c'est parce que précisément, au-delà de l'excès dans la manière de s'exprimer sur certaines opinions qu'il aurait, et il a dans ses excès, comme par exemple des généralisations abusives du style tous les musulmans, ou etc., il est quelque part au-delà de la loi. Donc, la limite à la liberté d'expression, c'est le cadre légal, on y revient. Oui, d'ailleurs c'est vieux comme la loi sur la presse de 1881 qui reconnaît que la diffamation, on ne peut pas le faire. Enfin, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc il n'y a jamais eu de liberté absolue, même pas dans les grandes lois républicaines de la Troisième République, qui sont les lois fondatrices et qui restent encore actives de nos jours. Alors les médias doivent-ils... En l'occurrence, il y a quand même une personnalité qui a nourri autour de sa personne, et peut-être de ses excès, et du succès sans précédent de son livre, qui a nourri un débat public sur un sujet que le président de la République vient de nous en donner acte, obsède le peuple français dans ses profondeurs. Alors, le sujet numéro 1 et qui était occulté depuis une quarantaine d'années par toute la classe politique. Alors, je nuancerais un petit peu. L'immigration est un sujet qui, excusez-moi Denis, l'immigration bien sûr est un sujet qui intéresse les Français. Il y a une véritable insécurité culturelle. Pour autant, quand on travaille sur la hiérarchie des préoccupations des Français, ça n'arrive pas en tête, alors même qu'on est sur des enquêtes qualitatives. Ça n'arrive plus en tête. Non, ce n'est jamais arrivé en tête comme première préoccupation. On a eu très souvent le diptyque emploi, pouvoir d'achat. Là, on a une véritable nouveauté
en 2002 l'insécurité. Là, la véritable nouveauté dans une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, c'est que pour la première fois, la santé arrive en tête et bien sûr, l'environnement arrive à un niveau très fort, aussi haut que l'emploi et le Donc, pouvoir d'achat. qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que oui, Éric Zemmour parle d'immigration, mais pas que. Non, il ne parle pas que d'immigration. Les questions identitaires intéressent les Français. On a vu un d'ailleurs, les audiences sont là. La laïcité. Je dirais que l'audience n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est vrai également que la focalisation sur CNews me paraît injuste. Et je vais dire d'où je parle. Je travaille avec CNews pour les enquêtes électorales. Donc je ne cache pas ma relation avec CNews. Je suis transparent. Il y a une chaîne d'information continue qui a passé sans le moindre filtre 45 minutes d'un discours. LCI, disons-le. On va voir des images parce qu'effectivement, ça a fait polémique. Il y a des chaînes qui parfois ont un traitement éditorial qui peut vraiment porter à caution. Et c'est vrai qu'Éric Zemmour a été condamné. Il y a de nombreuses personnalités politiques qui ont été condamnées par le passé et qui sont toujours invitées sur des chaînes d'information. Donc c'est peut-être pas un bon procès. Vous parliez de cette polémique. Pour un politique d'être condamné par la justice. Non, je dirais non plus. Il y en a quelques-uns. Vous parliez de cette polémique autour de la diffusion sur LCI du discours entier d'Éric Zemmour lors de cette convention de la droite. Je voudrais vous lire à ce sujet un extrait d'une tribune signée par Claude Askolovitch sur Slate.fr. Il nous dit « LCI a servi la vérité en montrant la pensée, le verbiage, la saleté d'un homme et les montrant à quel point on ne peut plus y échapper. Le journalisme n'est pas une politesse, il éclaire et il nomme. » Donc on montre tout, Arnaud Mercier, et on fait confiance à la clairvoyance du téléspectateur ? Alors, bien sûr qu'on va faire confiance à la clairvoyance du téléspectateur en général, mais le problème n'est pas là. À mon sens, le journaliste n'est pas une caméra neutre que l'on branche quelque part et puis on laisse les gens parler. La question, c'est de la mise en contexte, de la mise en perspective, de la possibilité de mettre en discussion critique après coup. Ce qu'a fait LCI, pour le coup, après cette diffusion. Après, et vraiment sur quelque chose qui, dans un premier temps, est apparu comme étant beaucoup trop la table ouverte. Et d'ailleurs, on comprend mal pourquoi il y a eu ce choix éditorial. D'ailleurs, la Société des rédacteurs s'en est indignée et la direction parce que pourquoi lui plus qu'un autre? Parce que même s'il porte un débat, parce que par rapport effectivement aux préoccupations des Français sur l'environnement, etc., il me semble que ce serait aussi légitime qu'un Nicolas Hulot ou je ne sais qui, disons une grande gueule défenseur de l'écologie, puisse avoir une émission. Aux médias. Bien sûr qu'il a eu accès aux médias à une époque. Non, ce que je veux dire, c'est pour ça que je disais pas Nicolas Hulot forcément, mais vous voyez, la vraie question, c'est que vraiment, ça s'inscrit dans un contexte où il vient d'être condamné pour la deuxième fois, et là, tout d'un coup, on lui offre une tribune. Et ça, à minima, on va dire, que la coïncidence est troublante. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que maintenant qu'il est condamné, tiens, justement, on va lui donner une tribune. Je pense que le choix est malheureux au minimum sur la condamnation. Je comprends ce que vous voulez dire. Et donc, il faut quand même respecter la loi. Il faut qu'il y en ait, y compris dans ce domaine. On est d'accord. J'ai assisté au procès. Il m'avait demandé d'être témoin de moralité. Il a changé depuis. Il a évolué, c'est vrai. Éric Zemmour était témoin pour dire qu'il pouvait être outrancier, il était polémiste né, il adore faire du buzz, tout ça. Parce que vous le connaissez bien, donc, je le dis pour nos téléspectateurs. Mais que c'était pas. Et j'ai vu à travers les questions posées, c'était un certain nombre d'associations extrêmement politisées, qui voulaient sa peau pour des raisons X, Y, que les magistrats ont cru devoir leur donner partiellement raison. C'était une peine symbolique. Donc, on ne faut pas, je veux dire, on ne peut pas le discriminer sur la base de ce jugement-là. Alors, par contre, ce qui est un peu plus... ce qui serait un peu plus acceptable, c'est de dire, à partir de ce passage dans une convention extrêmement politisée, comme orateur principal, à telle enseigne qui semble avoir même pris la lumière au détriment de Madame Maréchal, fait plus tout à fait le commentateur qui avait le droit sinon de tout dire, de balancer des choses un peu véhémentes. Alors c'est vrai que ce passage-là le fait basculer dans quelque chose d'un peu différent qui ressemble plus presque à une personnalité politique. Oui, c'était un orateur, c'était un meeting. Sauf qu'il n'avait pas d'élection qui le rendait légitime. Là, on peut discuter sur... Alors ce qui était quand même prévu, pour rappeler le contexte, c'était que LCI diffuse le discours précédent de Raphaël Enthoven, qui a eu un certain courage d'affronter une salle extrêmement hostile, et je crois pour des raisons techniques, le discours n'a pas pu être diffusé. Ça aurait pu donner
un élément contrebalancer en tout cas. C'est vrai aussi que quand on je voudrais qu'on sorte vraiment quand même de cet exemple d'Éric Zemmour qui est intéressant, mais qui est surtout révélateur de est-ce qu'il y a une parole décomplexée qui s'exprime aussi dans les médias. Moi, tout cela me rappelle aussi un peu Anne Sinclair qui avait fait le choix de ne pas interviewer Jean-Marie Le Pen. Elle a été beaucoup interviewée ces derniers temps, elle en a reparlé récemment dans le JDD, et elle nous dit « J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à questionner les gens qui ne sont pas dans l'orbite de la démocratie. C'est la raison pour laquelle j'avais également refusé d'interviewer Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe. » Donc nous avions à une époque une journaliste qui disait « Un tel et une telle, je ne les interroge pas, je ne les interviewe pas. » Ça ne tenait pas. Ils interviewaient Besancenot, qui est un type très bien par ailleurs, qui était trotskiste, qui appartenait à un parti dont l'objectif avoué dans les statuts était de détruire la démocratie représentative. Mais donc ce que les Français peuvent se demander, c'est est-ce que oui, on choisit à qui on donne la parole. Le Pen a été invité et c'est Gérard Kerérou qui avait... Oui, elle avait refusé de l'interviewer. Ce qui prouve bien que éditorialement, ça posait un problème à la chaîne et à l'émission. Et donc, il y avait le choix personnel d'Anne Sinclair, qu'on peut comprendre. Elle lui reprochait en plus son antisémitisme, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il y avait des attaques directes, puisqu'il faisait siffler son nom, celui d'Yvan Levaille, etc. Il y avait une acrimonie personnelle. Mais après, ils ont fait aussi le choix éditorial de dire, après tout, c'est vrai que cette émission était l'émission phare à l'époque du dimanche soir, etc. C'était le grand rendez-vous. Et donc, à un moment, ils ont dit, on ne peut plus tenir cette position. Et aujourd'hui, est-ce que ça pourrait se reproduire? Est-ce qu'un journaliste pourrait dire non, je ne... Oui, ça s'est vu. Ou est-ce qu'on donne la parole à tout le monde et on interviewe tout le monde? Il y a d'abord un des choix éditoriaux. Il y a, je crois, une trentaine d'invités par matinale, radio, télévision, confondus. Il y a eu des classement, qu'il y a eu des personnalités qui ont été plus invitées que d'autres. C'est d'abord des choix éditoriaux. Et le fait par rapport aux années 7 sur 7, où, sauf erreur, il n'y avait que 6 chaînes et 3 qui faisaient vraiment de la politique, TF1, Antenne 2 à l'époque et FR3, il y a maintenant beaucoup plus de choix et plus, ça se verrait moins que telle ou telle radio ou télévision refuse d'inviter des hommes et des femmes politiques. Il s'est posé pour les radios judaïques, Radio J, etc., d'inviter Marine Le Pen. Je crois qu'elle n'a plus été invitée depuis des années, mais c'est vrai qu'il y avait aussi la personnalité très forte de Jean-Marie Le Pen, les soupçons d'antisémitisme, et puis le travail, vrai ou faux, de dédiabolisation du Front National n'était absolument pas entamé à cette époque. Alors, vous parliez de la responsabilité politique tout à l'heure de Niti Lignac, on y vient, parce que cette parole qui se libère, est-ce qu'elle trouve aussi sa source dans la parole des responsables politiques? Il y a eu ces derniers jours une polémique très violente qui ne vous a pas échappé autour des femmes voilées accompagnatrices de sorties scolaires. Il se trouve que la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio a décidé d'en faire une proposition de loi sur la neutralité religieuse dans le cadre scolaire, un texte examiné d'ailleurs à partir d'aujourd'hui au Sénat. On va pas revenir sur le fond, mais je voudrais qu'on se demande dans quelle mesure le discours politique peut, lui aussi, et à son tour, alimenter une éventuelle parole décomplexée, celle dont nous parlons depuis le début de cette émission. Alexandre Poussard, vous êtes en salle des conférences avec Jacqueline Eustache-Brinio. Jacqueline Eustache-Brinio, est-ce que les responsables politiques ont justement une responsabilité concernant cette parole décomplexée envers l'islam, et notamment envers le voile ? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, une parole décomplexée. Moi, d'abord, j'ai toujours eu une parole de vérité. Donc, je n'ai jamais eu de langue de bois et je ne me suis jamais adaptée aux circonstances politiques, où que ce soit et quel que soit le moment. La parole décomplexée, ce n'est pas une parole décomplexée, c'est une parole de réalité. Aujourd'hui, il y a une réalité dans ce pays qui fait que on en parle peut-être de manière plus ouverte parce qu'on sent que c'est plus fragile. Peut-être parce qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques se rendent compte qu'à ne pas vouloir parler des problèmes, à les avoir mis sous la table pendant des années, on est dans une situation peut-être un peu inquiétante pour l'avenir de ce pays, de nos enfants et de nos petits-enfants, qu'aujourd'hui la parole se libère un peu. Moi, à titre personnel, j'ai toujours eu une parole très très libre sur ce sujet, qui n'était pas une parole clivante, qui était juste une parole de réalité de ce qui se passait dans ce pays. Donc, vraiment. Vous constatez que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a une parole qui se libère sur l'islam, qui a stigmatisé les Français ça stigmatise de pas, confession monsieur. musulmane. Je ne sais pas ce que ça veut dire stigmatiser. Stigmatiser, c'est pas le mot. Pointer le fait qu'il y a un islam politique dans ce pays, moi ça fait 10 ans que je le dis. Voilà. Il y a un islam politique, il y a aujourd'hui des islamistes qui veulent nous imposer des règles dans notre pays que nous ne voulons pas parce que nous, c'est la loi avant la foi. Donc aujourd'hui, on s'en rend compte parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des pans entiers
des quartiers entiers qui sortent un peu de la République et de la République. On s'aperçoit qu'il y a des listes communautaristes très inquiétantes pour notre pays qui risquent de déposer des listes pour les municipales et puis pour plus tard. Hein. On l'a vu un peu aux européennes et ça, nous, on ne peut pas le concevoir. Donc c'est le moment ou jamais, effectivement, de parler de cet islam politique. Beaucoup d'autres en ont parlé avant les hommes politiques ou les femmes politiques. Hein. Il y a des chercheurs, il y a des journalistes qui ont fait un super boulot, qu'on n'a pas toujours entendu et qu'on n'a pas toujours vu. La présence des frères musulmans et des salafistes dans ce pays, elle n'est pas d'hier. Ça fait 30 ans qu'ils ont commencé à tisser une petite toile d'araignée. On n'en parle que récemment parce que la parole, effectivement, peut-être se libère. Mais c'est une réalité. Et si nous voulons surtout conserver l'unité de ce pays, pour lutter contre les fractures, nous ne sommes pas dans un pays où on peut vivre les uns à côté des autres. Nous vivons les uns avec les autres. Et justement, est-ce que cette parole libérée ne crée pas des fractures? Pas du tout, pas du tout. Elle va préserver cette unité, elle va pointer ce qui ne fonctionne pas, elle va pointer ce que nous ne devons pas accepter. Eh ben, ça va peut-être être difficile pendant un certain moment, mais derrière, on aura un pays pacifié et apaisé, clairement. Très bien. Merci beaucoup, Jacqueline Eustache-Bregnaud, pour votre réaction. Merci beaucoup, Alexandre. Frédéric Dabi, vous aviez très envie de réagir. Oui, parce qu'on mélange peut-être des choses. Quand on parle de paroles décomplexées, quand on interroge les Français, quand on voit leur discours, il y a deux choses différentes. Il y a le « parler vrai » qui avait été popularisé par Michel Rocard. C'est dire les choses sur le fond et la forme de manière claire. Qu'on soit d'accord ou pas ce qu'a dit la sénatrice, elle met en avant des réalités. Mais la parole décomplexée, c'est peut-être évoquer des sujets qui sont extrêmement polémiques, et c'est la question de la forme ce qui est différent du parler vrai. Il y a une référence extrêmement ancienne. Édith Cresson, quand elle est nommée Premier ministre, choque par un parler vrai décomplexé. Quand elle dit la bourge j'en ai rien à cirer, quand elle traite les Japonais, je crois, de fourmis, les journées d'homosexuels, etc. Ou les charters. Là, c'est pas une parole décomplexée, c'est pas du parler vrai, c'est sur la forme. Là, voilà, le fait de parler de salafisme, de mosquée salafiste, mais quoi que ce soit, ce sont des choses qui sont vraies et qui ça libère la parole, y compris ça redescend. Ce sont des sujets dont les Français ont toujours parlé, mais ils n'ont pas toujours été repris dans le champ politique. C'est pas la même chose de dire il y aurait des sujets tabous, plus ou moins tabous, dont on aurait parlé plus ou moins, etc., que d'utiliser une forme qui est, j'allais dire, en rupture avec les conventions démocratiques ordinaires. Et je crois que seuls les sourds pourraient oser dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu une brutalisation du discours politique depuis plusieurs années. Et Jean-Luc Mélenchon en est une parfaite illustration. Donc c'est pas du tout parce que ça serait... Et on a un très bon exemple de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Absolument. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de, si vous voulez, enfin, pour moi il y a un parallèle évident entre une brutalisation, en tout cas c'est vécu comme ça par beaucoup de gens, de la vie sociale, de la vie, c'est dur, la vie est dure pour des gens, etc. Et le fait qu'ils se reconnaissent dans des personnalités politiques qui tiennent des discours assez, plus pugnaces, plus excessifs peut-être, et qui attendent ça et qui ça plaît, quoi. Donc je pense qu'en effet, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de, puisque j'allais dire, les règles ordinaires de la vie politique, de la civilité politique, aboutissent à une société dans laquelle nous vivons mal, c'est difficile, etc., eh bien, on peut attendre que des hommes politiques soient plus... Mais ces dernières années, ça fait plus quand c'est un responsable politique de droite que quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui, lui, a fini par braquer aussi la population avec cette... Oui, mais on a pas... C'est un peu un effet boomerang. On a l'impression que pendant trop longtemps, l'opinion a eu l'impression que pendant trop longtemps, la parole était mouchée, les fleurets étaient mouchetés, les communicants aseptisés. Voilà, les communicants étaient aseptisés. La métalangage des technocrates ou des énarques était banalisé tout, et en réaction, et avec l'appui de ces réseaux sociaux, est arrivé des discours plus violents, parfois haineux. Bon, moi je suis d'accord avec vous. Donc il y a eu un vrai virage quand même. Civile, et je voudrais même qu'il y ait un peu de politesse. C'est vrai qu'on a du mal, je le vois bien à propos de cette malheureuse affaire Zemmour, on a du mal à voir. J'ai regardé la semaine dernière un débat qu'il avait eu, le premier qu'il avait eu avec un universitaire arabe, si j'ai bien compris, arabo-musulman. Bon, nauséabond, saleté, vous avez encore cité. Il n'y a plus de paroles feutrées, quoi. Il y a plus de... On n'a pas besoin de s'insulter. On peut dire, on a le droit de dire à Zemmour que vous vous trompez sur tout, et je vais vous le démontrer, sans
sans le dévaluer moralement. Il nous pas reste 30 moralement secondes, plus, peut-être aussi. Non, je partage ce qui a été dit. Il ne faut pas non plus idéaliser le temps passé où les joutes auraient été à fleur et moucheté. Il y a même des députés qui se sont battus en duel. On se souvient des grands débats rhétoriques à l'Assemblée. C'est bien de le rappeler. C'était plus feutré, mais c'était aussi extrêmement fort. Sur la fin, c'est vrai qu'il y a cette brutalisation. Je reprends votre concept qui me plaît bien. Ça ne plaît pas aux Français. La première évaluation du débat avec les 5 candidats à l'élection présidentielle, c'était que ça avait été courtois et que ça avait été de qualité sur le fond. Macron a plu pour cette raison. Les chevènements, et Mélenchon aussi à ce moment-là. Et Marine Le Pen a beaucoup déplu à cause de ça. Exactement. Et Mélenchon aussi, finalement. Merci à tous les 3, et non à tous les 4, d'avoir participé à ce débat. Merci infiniment. Nous, on se retrouve demain en direct à 18h. Notez bien, c'est le grand retour de Dialogue Citoyen. 9 citoyens face à 6 sénateurs et élus locaux. Ils échangeront sur le thème de la famille. C'est le premier thème de cette année. La loi suffit-elle vraiment? Est-elle vraiment adaptée aux évolutions des familles françaises, de la famille version 2019? Public Sénat vous donne la parole aux citoyens. Et puis demain matin, comme tous les jours, vous avez rendez-vous avec Oriane Mancini dès 7h30. C'est Bonjour chez vous. Et l'invité politique sera Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Très bonne soirée sur Public Sénat.